vous faites bien d'assister à cet atelier, tout simplement parce que c'est sans doute l'atelier, on ne va pas dire le plus intéressant de la semaine, mais sûrement de la journée. Parce qu'on va mettre les pieds dans le plat, tous les 5, et je compte beaucoup sur mes intervenants, mais je sais que je ne vais pas avoir trop de soucis, sur l'assistance, et puis qu'elle soit physique ou virtuelle. N'hésitez pas à poser vos questions. On réservera 10 minutes à la fin, mais vous pouvez en poser au fil de l'eau. Il y aura un recueil qui sera fait, en tout cas pour celles qui sont en ligne, et une restitution qui nous sera faite, donc 10 minutes, un quart d'heure avant la fin de cet atelier. Alors de quoi on va parler? On va parler de la fin des cookies, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le consentement, parce qu'il faut avoir le consentement de nos visiteurs et de nos clients pour pouvoir communiquer avec eux par la suite. Et tout cela, fatalement, ça va bouleverser ce qui nous intéresse, nous e-commerçants, c'est-à-dire notre activité, nos capacités de prospection et nos capacités de fidélisation. Dans un univers qui est bien sûr fortement concurrentiel, on y reviendra. Alors, eh bien, tout d'abord, je vais demander à chacun des intervenants de bien vouloir se présenter, et je vais commencer par Alexandrine, si vous voulez bien vous présenter, ladies first. Merci Jean-Paul. Donc, je suis maître Alexandrine Pantz, avocate au barreau de Toulouse depuis presque 15 ans maintenant. Et mon cabinet que j'ai fondé il y a plus de 10 ans est spécifiquement orienté sur les données personnelles, l'innovation et tout ce qui est numérique. Donc on traite pour les PME, les TPE de la région vraiment des questions cœur de sujet. Bon, qu'est-ce qu'un consentement éclairé? Ça, on va en parler. Mais la conformité, DPO externalisé. On a aussi un pôle département marque pour tous nos e-marketeurs et un pôle innovation. Merci beaucoup. Je passe la parole à Loïc. Merci beaucoup. Donc moi, Loïc Lagarde, je suis président de la société Omnifar qui fait donc de la distribution de produits de parapharmacie en ligne, principalement à travers notre site le plus connu qui s'appelle santediscount.com, qui est leader de la para en ligne sur la France depuis quelques années maintenant. Donc bien sûr un sujet clé pour nous, surtout sur un secteur comme le nôtre. Donc voilà, ravi d'amener un petit peu une perspective, on va dire métier, sur une problématique qui est non seulement économique, mais aussi légal, technique aussi. Et je pense qu'on verra un petit peu tous ces aspects-là avec les personnes sur le panel. Merci Loïc. En effet, les points de vue de e-commerçants sont extrêmement importants, hein, parce que qui mieux qu'eux peut parler du e-commerce. Il n'empêche que que ce soit les juristes, mais également des prestataires plus technologiques. Alors, je ne dis pas que les juristes ne sont pas technologiques, hein, mais et donc du coup je passe la parole à Romain, qui va nous expliquer rapidement ce qu'est une CMP, exactement. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Romain Bessuge, je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Acceptio, qui est basée à Montpellier et qui édite une CMP, donc Consent Management Platform. Et la CMP c'est quoi? C'est ce que vous trouvez quand vous ouvrez un site e-commerce qui vous demande est-ce que vous êtes d'accord pour déposer des cookies sur votre ordinateur, mais pas que, puisque en fait on s'occupe de toute la gestion du consentement, à la fois dans son recueil, mais aussi dans son utilisation plus tard dans les ERP et autres CRM. Très bien, merci déjà, on est parti sur des acronymes anglo-saxons, mais en tout cas, merci pour cette première séquence de décryptage. Et last but not the least, je passe la parole à Laurent, notre deuxième e-commerçant. Bonjour, donc Laurent Capla, je suis fondateur et président de bienmanger.com, qui est un site d'épicerie fine basé en Lozère. Dans notre secteur, quand il n'y a plus de cookies, on vend des brioches, mais de façon plus concrète, la fin des cookies, c'est une révolution marketing, puisque ça change complètement des usages. Et donc, forcément, on se pose depuis 2 ans, 3 ans, pas mal de questions autour de comment on fait évoluer nos politiques, nos méthodes, et on est aussi beaucoup à l'écoute de ce qui se passe, ce que font d'autres acteurs, des grands acteurs, et on vient ici pour témoigner, pour continuer d'apprendre. Eh bien, merci d'être là. Je vais juste me présenter rapidement, ainsi que la fédération que je représente. Donc Jean-Paul Crène, dans
le e-commerce depuis 1994. Et à l'époque, j'avais des cheveux, hein, je vous rassure. Et puis, président de FEDEO, qui est la fédération du e-commerce en Occitanie, qui existe depuis 17 ans et qui rassemble une cinquantaine de e-commerçants, et uniquement des e-commerçants sur notre territoire. Alors, on va attaquer avec... bon, je m'étais dit, tiens, je pourrais mettre un petit sous-titre. Quel bouleversement pour l'e-commerce, à la fin des cookies et puis la gestion des consentements. Opportunité ou pénalité. Bon, ça a rimé, mais bon. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut dire qu'il y a des opportunités, mais bien sûr aussi, il y a peut-être non seulement des pénalités au niveau, qu'on dirait, judiciaire, mais également des pénalités en termes de process, d'avantages concurrentiels, etc. En tout cas, c'est le questionnement sur lequel on va faire un tour rapide. Mais avant tout, cher maître, peut-être que vous pourriez nous rappeler que toutes ces problématiques de consentement, ces problématiques de cookies, de traceurs, etc., eh bien, ça ne date pas d'hier, sans remonter à l'Antiquité gréco-romaine. Non, effectivement, ça ne date pas d'hier. Ça date de la loi informatique et liberté du 4 janvier 1978. Effectivement, on ne parlait pas de cookies en 1978, mais l'essentiel de la législation était déjà posé, puisque la loi prévoyait, et c'était la première loi dans le monde qui prévoyait ça, le recueil du consentement des personnes lorsque des données personnelles qui les concernent sont collectées par une entreprise privée ou publique. La définition même de données personnelles a pu évoluer dans le temps, mais si elle a évolué, c'est surtout pour s'adapter aux usages et aux technologies, puisque il s'agit toujours des données qui, directement ou indirectement, font référence à une personne. Et c'est ce côté indirect qui a été pris en considération déjà dans une directive de 2002, modifiée en 2009 au niveau européen, et qui déjà préconisait et imposait le recueil spécifiquement du consentement au moment de la collecte des données personnelles par les petits traceurs que sont les cookies. Parce qu'effectivement, ces cookies étaient un petit peu passés entre les mailles du filet des contrôles de la CNIL et des autres organismes. Du coup, il a fallu un petit peu préciser les choses. Et cette législation a été refondue dans le règlement général relatif aux données personnelles qui est entré en vigueur en mai 2018. Mais là aussi, les cookies, s'ils étaient clairement visés par le règlement, n'étaient pas vraiment considérés comme recueillant des données personnelles par les personnes qui les géraient. C'est-à-dire que rien n'était vraiment mis en œuvre pour gérer le consentement des utilisateurs. De sorte que les CNIL nationales, on va les appeler comme ça, et puis sous la fédération de la CNIL européenne, ont insisté et ont formulé des recommandations plus spécifiques avec des dates d'entrée en vigueur et d'harmonisation des usages en 2018, 2019, 2020. Et 2021, la CNIL a dit maintenant, en fait, un peu tirer la sonnette d'alarme, on dit ça suffit, je vous donne un vrai délai de mise en œuvre qui a échu au 31 mars 2021. Après ce délai-là, il n'y a plus d'excuses possibles. On va mettre des définitions très claires relativement aux cookies, qu'est-ce qui est technique, qu'est-ce qui ne l'est pas, et on va vous imposer de gérer de manière juridique et concrète le consentement des personnes. Voilà. Est-ce que je peux rentrer un peu plus dans le détail d'un point de vue juridique? Alors, dans un premier temps, peut-être... J'ai brossé le Je vous remercie le en paysage. tout cas de nous avoir donné la dynamique et de voir également la gradation autour de ces données personnelles et du consentement. En fait, la fin des cookies, et je vais passer la parole à Loïc, mais moi, il me semble que la fin des cookies, c'est surtout le fait de Google, non ? Alors oui,
c'est-à-dire qu'il y a une. Je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte en effet de ce qui vient d'être décrit, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un mouvement de fond en fait. Il y a un sens de l'histoire qui va vers le recueil du consentement, ce qui est tout à fait logique, et le respect en fait, j'ai envie de dire de manière plus générale, du consommateur et du visiteur. C'est-à-dire que c'est pas juste parce que c'est un visiteur qui peut avoir moins de droits que d'autres consommateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans le sens de l'histoire, et nous, c'est ce qu'on a commencé à en prendre conscience même avant ça, avec les premières difficultés de Google, en effet, sur entre autres Google Analytics, qui est quand même le gros changement à ce niveau-là, de se dire est-ce que c'est un cookie technique ou pas technique. La CNIL s'est prononcée dessus, ça n'est pas un. Donc du coup, c'est, je pense, d'un point de vue e-commerçant, un des plus gros changements, parce qu'autant le reste, tout le monde avait déjà quand même bien perçu la logique et le besoin du cookie. Après, la fin du cookie, oui, peut-être un jour. Je pense pas qu'il y a encore quelques beaux jours pour le cookie je l'espère pour Romain, en tout cas déjà qu'il y en ait quelques-uns. Mais en effet, par contre, le cookie à tout va et sans savoir pourquoi on le fait, ça par contre c'est fini et Dieu merci. Romain, un point de vue sur, Oui, bien sûr. sur la fin des cookies. Déjà, je trouve que c'est intéressant de noter que la fin des cookies, il faut préciser la fin du cookie tiers. Déjà. Et là, je suis désolé, je vais être obligé de faire une aparté technique. Voilà, justement. Eh bien, quand vous allez sur le site de Loïc, par exemple, si Loïc utilise le Facebook Pixel, d'accord, qui est un pixel de retargeting qui permet à Facebook de vous montrer des publicités dans votre fil d'actualité parce que vous êtes allé sur le site de Loïc, eh bien, il y a un cookie qui est déposé dans votre navigateur, mais ce cookie ne vaut pas pour le site de Loïc, il vaut pour le domaine facebook.com. C'est-à-dire que sur chacun des sites qui utilisent le Facebook Pixel, vous aurez le même identifiant qui sera de site en site et permettra à Facebook, et non pas à Loïc, d'avoir un profil, un historique de navigation et ainsi arriver à établir un profil publicitaire pertinent. Le problème de ça, c'est qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle le surveillance capitalism, ou en tout cas le flicage qui permet aux GAFA d'établir des profils hyper pointus et en ce sens qui peuvent être requalifiés en données à caractère personnel puisque par croisement elles permettent de vous identifier. Et c'est ces cookies-là qui ne sont pas en odeur de sainteté. Mais ils sont effectivement pas en odeur de sainteté, pas pour des raisons de privacy, mais pour des raisons anticoncurrentielles, puisque c'est Google qui, le premier, a sonné le tocsin en disant Google Chrome arrêtera de supporter les cookies tiers. Pourquoi le font-ils ? Pas pour préserver la vie privée des internautes, non, on n'est pas dupes. Non, ils font ça tout simplement parce qu'ils sont eux-mêmes un acteur publicitaire et qu'ils ont envie d'être à la source du recueil de cette information. Et ils le font à travers quoi ? À travers leur navigateur Google Chrome qui est le plus implanté aujourd'hui. D'accord, merci. Merci pour cet éclairage. Et du coup, Laurent, finalement, on pensait avec tous ces petits traceurs qu'on arrivait à quelque chose qu'on appelait à l'époque le one-to-one. C'était un peu la promesse, c'était de faire en sorte que finalement le site, la proposition, etc., soit individualisé pour le bénéfice tout de même du visiteur et du client. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette fin du one-to-one pour tous les acteurs? Disons que moi, je suis partisan d'un regard un peu plus long terme. Si on raisonne avant Internet, on avait la télévision, on avait les journaux, et on avait tous la même publicité à 20h. Et tout le monde se plaignait de ça en disant mais moi j'ai tel âge, j'ai 47 ans, je suis un garçon, j'ai pas besoin qu'on montre des pubs pour des serviettes hygiéniques, ça me concerne pas. Ok. Bon, donc on disait l'avantage d'Internet, c'est qu'on pourra m'envoyer des publicités qui sont mes centres d'intérêt. C'était vu comme un progrès. Aujourd'hui, on dit c'est plus un progrès, c'est une régression de pouvoir me montrer, je sais pas quoi, des pubs sur le prochain match ou l'abonnement à Amazon Prime pour le rugby ou le foot. Bon. Ben, moi, je me demande encore si c'est une régression ou si c'est un progrès. Je préfère encore une publicité personnalisée qui a une chance de me plaire qu'une une publicité qui a aucune chance de me plaire. Donc, j'aimerais déjà qu'on se pose la question. Alors, après, du point de vue marchand, c'est vrai que le one-to-one, le fait de pouvoir personnaliser des publicités en fonction d'un public, c'est très bien. Alors, ça a commencé à être battu en brèche avec l'arrivée des smartphones et avec l'arrivée de ce qu'on appelle des parcours segmentés hachés. C'est-à-dire qu'un
un premier visiteur vient le week-end de son ordinateur à la maison, il revient le lundi matin dans le métro depuis son smartphone, il revient à 14 heures lors de sa pause de déjeuner depuis son ordinateur boulot. Et comment on fait déjà pour savoir que c'est le même visiteur? Donc les cookies pour tout ça, pour essayer de les réconcilier, c'était bien utile. Si on s'en passe, on va faire un pas en arrière. Mais est-ce que c'est vraiment un grand progrès ou est-ce que c'est une régression? J'aimerais que de temps en temps, dans ce discours sur le RGPD et sur cette protection des données personnelles, on se repose le débat. Et la deuxième question que je me pose aussi, c'est que, OK, Facebook, on parle de Facebook qui est capable de faire un profil très ciblé de qui je suis. Mais le site de mon boulanger ou de mon boucher chez qui je commande en Lozère, lui, il n'a pas la puissance de Facebook. Lui, OK, il a posé un cookie chez moi, mais il n'a pas la puissance de calcul. Il a 3 salariés, dont 3 bouchers. Donc, est-ce que j'ai vraiment raison de me méfier autant de lui que ça? Et est-ce que j'ai autant raison de lui imposer des contraintes très fortes dans la gestion de ses données personnelles, dont il fait un usage très modéré? Et aujourd'hui, on est pour moi, dans une course toujours plus. Il faut aller toujours plus loin dans la protection des données personnelles. Et je me demande si on ne va pas même un peu trop loin. Et pour reparler de choses qui ont été discutées à la mise en place du RGPD, il s'était posé la question de mettre en place des seuils, de dire est-ce qu'on n'applique pas certaines règles à certaines entreprises à partir d'un certain seuil? Je pense qu'aujourd'hui, après quelques années de mise en œuvre du RGPD, le temps est venu peut-être de procéder à une évaluation du RGPD pour savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'on veut vraiment faire. Et puis, si on le fait bien, dans ce cas-là, qu'on le fasse partout en Europe. Parce que si on le fait bien en France, et si on va très loin en France, mais si on ne le fait pas du tout en Irlande, ben ça s'appelle aussi une concurrence déloyale entre des acteurs d'un même marché européen. Merci beaucoup pour cet éclairage, Laurent. Cher maître, peut-être voulez-vous intervenir. D'une part, je pense qu'il y a 2 choses qui sont clés. C'est la première, est-ce que, de votre expérience, les grands, les gros sont traités de la même façon que les petits par rapport à l'autorité judiciaire, ou du moins réglementaire? Et puis, le deuxième point, c'est est-ce que, en effet, je trouve que c'est une excellente idée. Quand on a des règlements, etc., ça serait sans doute intéressant de savoir, au bout d'un certain temps, à quoi ça a servi et quels sont les effets que ça a eu, tant au niveau des données personnelles que de l'environnement économique. Est-ce que c'est prévu ? Alors, sur la première question, j'ai déjà donc sur la deuxième question. Sur la deuxième question, est-ce qu'on peut effectivement, il y a des mécanismes qui sont prévus pour cela. En fait, le règlement européen a été construit de telle manière à ce qu'il y ait un organisme qui s'appelle la Commission européenne de protection des données, qui est une sorte on va dire simplement de think tank des CNIL, la CNIL des CNIL, qui à la fois peut être une juridiction qui va attaquer des GAFA, mais qui est effectivement aussi le cœur de réunion et de commission pour évaluer, harmoniser les jurisprudences et vérifier que la Pologne ne soit pas plus sévère que l'Irlande et que l'Espagne ne mette pas des amendes trop fortes. On a ce type de choses et effectivement, sur les cookies, il y a eu des allers-retours qui ont été faits. En 2017, on parlait de faire une directive pour alléger et maintenant, on parle de contraintes. Alors, je vais revenir sur la première question qui était de savoir est-ce que effectivement les grosses entreprises, les GAFA, sont mieux traitées ou moins bien traitées. Les politiques de sanctions sont ciblées de toute façon à la fois au niveau européen et à la fois au niveau national. La France, avec l'Europe, s'est coordonnée pour commencer par regarder que Google et Amazon, puisque c'est eux qui ont été sanctionnés, mais les autres également, étaient en conformité. Google a été sanctionné à plus de 100 millions d'euros, Amazon à plus de 35 millions d'euros l'an dernier, enfin il y a quelques mois. Mais eux, c'est l'argent qu'ils ont mis, qu'on a mis dans l'Eurodateur là pour venir ici. C'est rien du tout. Mais 100 millions, c'est déjà mieux que 100 000 qui étaient 2 ans avant, où c'était un peu plus ridicule. Bon. Effectivement, on sent que pour des géants comme ça, c'est un fétu de paille.
on sent bien que ça ne va pas forcément les faire évoluer. Et je ne sais pas si vous vous amusez à ça, mais quand vous voulez désactiver l'ensemble des cookies Google, il vous faut bien 20 minutes sur chaque navigateur et y revenir à peu près toutes les heures. Ça n'a rien à voir avec le boucher local qui effectivement va devoir, ou le boulanger va devoir avoir la même contrainte. Dans le RGPD, il y a un embryon de modulation de la règle entre ceux qui gèrent les données en grand nombre et ceux qui ne les gèrent pas en grand nombre, mais qui en ont quand même. Effectivement, les politiques de sanctions ne vont pas de suite viser le boulanger de Lozère. Ça pourrait arriver un jour, mais ça ne l'est pas. On va d'abord s'attaquer aux assureurs, aux banques, à des milieux hospitaliers, effectivement, qui ne sécurisent pas assez les données, mais pas forcément aux e-commerçants locaux. D'accord, merci beaucoup pour cet éclairage. Loïc, vous êtes un peu dans la santé, d'après ce que j'ai compris. Donc vous devez être assez fortement impacté par ces gestions de... Impacté et déjà aussi pleinement conscient que c'est de notre responsabilité que de protéger les données de nos utilisateurs. J'ai envie de dire, c'est au-delà même, on n'attend pas d'avoir été fondé par des pharmaciens, donc avec le minimum de rigueur de santé qui va avec, et on sait ce que c'est du coup la protection des données à ce niveau-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, en effet, on n'est pas là, je pense, pour refaire la loi, malheureusement. On doit essayer de l'appliquer, et on doit l'appliquer au mieux dans les conditions qui sont les nôtres. C'est vrai qu'après, ça peut être rageant de se dire qu'on a un peu l'impression de passer après, et que au-delà même des amendes, je trouve que c'est les ressources mobilisables par ces acteurs qui font vraiment la différence. C'est-à-dire qu'un contrôle CNIL pour une société comme Google ou comme les nôtres, ça ne sera pas du tout le même impact. Et ne serait-ce que le pouvoir répondre correctement aux questions posées, sans y voir forcément une volonté de mal faire, c'est déjà énormément de travail pour des sociétés comme les nôtres. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas le faire. Après, c'était juste pour... oui, Google a sonné le tocsin avec Chrome, mais je pense qu'Apple avait déjà mis le premier clou dans le cercueil. C'est-à-dire qu'au-delà même, déjà, ça fait plus de, je crois, 3 ans maintenant chez Apple, que en gros, toutes les données Google Analytics provenant d'Apple sont modélisées. C'est-à-dire que ce ne sont pas des données réelles. Donc c'est une machine learning qui tourne pour essayer de comprendre et d'essayer d'estimer ce qui se passe. Donc on était déjà avec un seul œil, ou en tout cas une paupière fermée, sans le savoir. Donc en fait là, juste ce que je trouve qui est important, et je n'ai pas pour autant de réponse parfaite à y poser, c'est que ça nous force encore une fois de plus à, nous poser la question sur la qualité des données qu'on recueille, 2, se poser la question de est-ce qu'on a vraiment besoin de récupérer toutes ces données, et donc du coup enfin 3, de se dire est-ce que je peux les utiliser, et c'est surtout, il faudrait peut-être partir de ce que je veux utiliser pour après décider ce qu'on veut récolter et après avec qui on va le faire. Et je pense que tout ce travail-là, malheureusement, c'est encore plus compliqué pour des petits e-commerçants parce que voilà, il faut un peu plus de recul que juste déjà se dire comment est-ce que je peux faire tourner un site tout court. Et justement, Romain, votre solution là, oui. DMP, c'est ça? CMP, ouais. CMP, Acceptio, voilà. en fait, mais oui. Donc le consentement. Je peux faire une petite aparté quand même sur Google Analytics, parce que c'est vrai que là, on est avec des e-commerçants. Je trouve que ce changement réglementaire met en lumière l'hyperdépendance de nos acteurs e-commerce à la solution Google Analytics, qui pendant des années a apporté un service gratuit, hyper puissant, pertinent, mais aujourd'hui, voilà, ça met en lumière cette dépendance-là. On voit des e-commerçants qui sont paniqués parce que on n'a plus de taux de transformation, on ne suit plus sa conversion, etc. Et je pense que là-dessus, c'est important de parler de l'attitude de la CNIL vis-à-vis des solutions d'analytics, puisque en fait, ce qui s'est passé, c'est que la CNIL a dit vous allez pouvoir avoir une exemption de consentement, mais il va falloir remplir un dossier. Donc les entreprises avaient jusqu'au 21 juin, je crois, pour remplir ce dossier. Il y en a plusieurs qui ont eu des exemptions, typiquement Matomo, anciennement Piwik. On a AT Internet, qui maintenant devient Piano Analytics. Il y a des solutions analytics qui sont performantes, qui sont exemptées de consentement. Mais
comme on a cette espèce d'hyper-dépendance à Google Analytics, aujourd'hui on a du mal à faire cette réalisation que oui, en fait, si on veut traquer des utilisateurs sans consentement, il y a des solutions payantes qui existent et ça implique de se passer de GA. Et effectivement, GA, c'est déjà une très faible visibilité sur les données Apple et c'est aussi 30% de données en moins liées aux adblocks. Il faut le garder en tête. Google Analytics, c'était ça. Google Analytics, désolé pour les acronymes. Non. Bon. Donc vous gérez le consentement. Comment ça se passe d'une façon concrète, que ce soit avec les bouchers. Enfin, les bouchers, il vaut mieux toujours être bien avec son boucher. Alors. Mais que ce soit avec vos fleuristes ou vos multinationales. D'une façon concrète, alors sur la question des cookies, puisque c'est celle qui nous occupe pour le moment, ce qu'on fait, c'est qu'on vient charger un widget qui s'affiche en surimpression du site, qui présente à la fois l'information nécessaire et une capacité d'action. Donc, Acceptio se différencie des autres solutions dans la mesure où on n'est pas un consent wall, on ne vient pas bloquer la navigation du site parce qu'on estime qu'en fait c'est une question secondaire, la question du consentement et de l'analytics. Lorsqu'un utilisateur vient sur votre site, il est intéressé avant tout par votre site, pas par notre widget de consentement. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est à la fois informer, donc c'est un script qui se charge dans le site. On a la possibilité d'afficher les différentes technologies qui sont susceptibles de consommer de la donnée personnelle. L'internaute a la possibilité d'accepter telle ou telle solution, même si dans les faits, il y a très peu de gens qui le font, mais on le propose parce qu'on pense que le consentement, il doit être granulaire, il doit être spécifique, éclairé. Dans les faits, à peu près personne on est autour d'1%. On est autour d'1% des utilisateurs qui font la démarche volontaire d'aller cocher ou décocher certains acteurs. D'accord. Et juste comme ça, d'une façon massifiée, peut-être pas uniquement sur les sites de e-commerce, mais quel est le pourcentage des visiteurs qui disent je veux pas de cookies? Alors ça, c'est très très dépendant du site. C'est très dépendant de l'industrie. Typiquement en e-commerce, on est plutôt sur des 70-30, 70 d'acceptation, 30 de rejet. D'accord. Ça correspond à peu près à vos données, messieurs, Laurent? Sans trahir secret. On peut le dire, nous on a 12% des internautes qui cliquent, qui ne veulent aucun cookie. Après, c'est très intéressant parce que dans le cas de ce site-là, c'est un très bon taux d'opt-in et je pense que c'est justement la matérialisation du fait que le consentement, c'est la marque de confiance de l'internaute envers l'entreprise, envers le site qui est visité. Et comme vous mettez en avant des producteurs locaux, vous avez des sites, je pense que vous générez beaucoup plus de sympathie et ça explique ce taux de consentement qui est fort. Quand on va par exemple sur des sites de dropshipping ou des sites qui n'ont pas forcément de notoriété ou de valeur, d'éthique, etc., on s'aperçoit que très vite les taux peuvent chuter. Et je pense que le consentement, aujourd'hui on voit ça comme un espèce de fardeau, mais nous on a la conviction profonde que le consentement c'est le marqueur de la confiance du consommateur envers les marques et que voilà, c'est une lame de fond comme disait Loïc. Permission exactement, marketing, pour le parler fameux permission marketing. Hein. Mais ok, bon, parce que savoir si un site que je ne connais pas est éthique, etc., à part ce qui, bien sûr, tout le monde va me dire, je suis éthique, etc., et je respecte tout. Et ben ça peut passer par le bandeau cookie. Ça peut passer. Voilà, parce que le bandeau cookie, ça reste malgré tout un premier point de contact entre l'internaute et la marque. Et juste pour terminer, excusez-moi, mais vous me demandiez comment ça fonctionne. Bah, techniquement, une fois qu'on a récolté la preuve de consentement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va communiquer au site quels ont été les cookies autorisés. D'accord ? Est-ce que Google est autorisé ? Est-ce que Facebook est autorisé ? Et sur cette base-là, on va s'appuyer soit sur du code JavaScript, soit sur un tag manager, donc, que souvent les e-commerçants utilisent, pour déclencher ou non les différents tags des solutions acceptées. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut tout de même bien s'occuper du paramétrage. Il faut faire attention à la conformité de façade. C'est-à-dire que la conformité, elle va jusqu'à l'interfaçage de la solution de recueil de consentement et puis ce qui se passe après en back-office sur le site. Ok, merci. Laurent, en pratique là. Laurent, en pratique, il va dire un peu comme Loïc, c'est que bienmanger.com est un site déjà d'une certaine taille, donc on arrive à gérer, même si on n'est pas Google, si on n'est pas Amazon, on arrive à gérer une mise en conformité, à faire un chantier comme ça. Personnellement, ce qui m'inquiète, moi, c'est à 3 niveaux. C'est d'abord petit 1 pour l'utilisateur. Je trouve que c'était vrai avec la loi Hamon et les bandeaux cookies, c'est vrai avec le content, la permission donnée sur l'acceptation des cookies. On demande à un large public, on demande à tout le monde de dire est-ce que j'accepte les cookies. Et moi, je considère qu'aujourd'hui encore, en
21 en France, il y a à peu près 95% des personnes qui ne savent pas ce que c'est. Donc on leur demande de cliquer à longueur de journée, oui j'accepte, non j'accepte pas, sur des vagues idées. Bon, très bien. Si on pense que c'est qu'on aide la population au sens large en lui demandant de cliquer 10 à 15 fois par jour ou plus, personnellement je suis un peu dubitatif, mais disons que... Et le deuxième point, c'est que je suis aussi dubitatif quand je vois que ces règlements s'appliquent à toutes les entreprises. Encore une fois, à mon échelle, arriver à gérer un projet de conformité, c'est possible. Mais à l'échelle de plus petites entreprises, leur demander la même chose, je trouve que c'est démesuré. Et je trouve que l'enjeu de l'utilisation des données par tous ces petits acteurs ne mérite pas qu'on leur impose ces règles. Mais c'est un regard très subjectif. Vous allez me dire de quel droit je peux me permettre de juger un règlement européen. D'accord, mais n'empêche que je trouve que c'est démesuré. Surtout que, on les connaît, les problèmes sur les données personnelles, c'est les deux acteurs majeurs aujourd'hui du e-commerce français, c'est Amazon d'un côté et c'est AliExpress de l'autre. Et dans les portails, il y en a 3 ou 4, on les connaît aussi tous, c'est des grandes structures. Donc si on dit que les menaces se comptent sur les doigts des deux mains, pourquoi aller embêter quelques dizaines de millions de PME, de TPE dans des chantiers où ils n'ont que de l'énergie, de l'argent à perdre? Je reste... ça me laisse un mauvais goût dans la bouche. Et sur Bien Manger, on n'aime pas avoir un mauvais goût dans la bouche. Et le dernier point, après, on est pragmatique aussi, c'est que en tant que marketeur, il faut s'adapter, il faut essayer de comprendre comment on fait dans ce nouveau paysage, puisque je peux aimer ou ne pas aimer le règlement, c'est une chose. Après, comme dit Loïc, je suis là aussi pour le respecter et le comprendre. Et à partir du moment où on me dit la règle du jeu, c'est celle-là, si je veux jouer sur ce terrain, j'apprends à jouer avec ces nouvelles règles. Et en se disant, voilà, si j'ai plus le droit de faire du one-to-one ou de moins en moins, comment je fais pour m'adresser à mes clients, comment mes partenaires, les régies avec qui je peux travailler, comment elles évoluent. Alors on voit apparaître des nouvelles notions, par exemple les notions de cohorte, c'est-à-dire qu'au lieu de cibler Madame Capla qui habite en Lozère et qui aime faire de la pâtisserie, je vais cibler les femmes de tel âge qui aiment faire de la pâtisserie et qui habitent dans le sud de la France. Bon. Ok, ça change un peu ma pratique, mais ce n'est pas une révolution forte. La vraie révolution, c'est que ça change un peu les outils, les interfaces, la façon de cibler. Mais bon, j'allais dire, dans le web, depuis 20 ans, on est habitué à des changements d'évolution technique, d'évolution réglementaire. Donc, le fait que ça change une fois de plus, un peu moins, à la rigueur, ça fait partie du jeu du web. C'est un monde très agile. C'est un monde aussi, il ne faut pas l'oublier, qui reste très jeune. Le web... vous le disiez tout à l'heure en introduction, le web a 25 ans. 25 ans, c'est un bel âge, mais on n'est pas encore très... Enfin, on est adulte, on est majeur, mais on a encore beaucoup de choses à découvrir. Le web, il est encore très jeune, il a encore beaucoup de choses à faire pour se structurer. Et puis le web d'aujourd'hui ne sera pas le web de dans 10 ans. Et je pense qu'il peut apprendre aussi des excès de certains règlements qu'il fait aujourd'hui pour canaliser sa fougue peut-être, mais qui peut-être dans l'avenir seront peut-être un peu atténués pour être un peu plus pragmatiques aussi, pour faciliter la vie des gens et la vie des petites entreprises. Oui, je crois que là vous avez marqué le point, Laurent. Mais bon, comme vous le disiez, il faut bien faire avec l'environnement réglementaire pour lequel nous sommes citoyens et contribuables. Donc à partir de là, voilà, faire en sorte de peut-être pas créer un avantage concurrentiel, mais en tout cas de voir comment on peut traiter la meilleure connaissance. Alors je crois que Romain c'est vrai que j'aimerais bien intervenir. Répondre. Je suis désolé, allez-y, c'est une question qui est passionnante. Après, parce que, je passerai en fait, la parole fixer sur le côté réglementaire, en fait, c'est oublier le fait que ce règlement-là n'est pas là pour contraindre. Il est plus là pour ouvrir des perspectives, dans le sens où si on prend le RGPD, il inscrit dans la notion de consentement une liberté totale. Puisque le consentement est un blanc-seing. Il vous permet de faire ce que vous voulez à partir du moment où vous l'avez fait en respectant les contraintes du consentement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est cookies, etc., qui se fait un peu à l'insu de l'internaute, on est limité
limité technologiquement, techniquement. Mais à partir du moment où le consentement est préalable, là, vous pouvez, par exemple, vous allier à d'autres petits e-commerçants pour faire de la portabilité de données, joindre des profils utilisateurs. Vous pouvez inventer des nouvelles pratiques. Et vous voyez, en Europe, on a eu la libre circulation des personnes, on a eu la libre circulation des marchandises. Le RGPD, c'est la libre circulation de la donnée. Et si on l'aborde sous cet angle positif, en fait, on s'aperçoit que c'est un générateur d'opportunités. Alors, c'est facile pour moi de dire ça, hein. J'ai lancé une boîte sur la question du consentement. Donc, effectivement, l'opportunité, je l'ai vue. Mais... Podomo, ce qui est normal. La loi informatique et liberté de 78 était finalement beaucoup plus restrictive que le RGPD. Parce qu'en fait, pour faire la même chose, c'est-à-dire gérer des consentements de cookies, vous deviez faire une déclaration préalable, vous deviez déposer des dossiers très compliqués, c'est-à-dire que vous aviez une armada de données juridiques à obtenir à vous avant même de mettre quelque chose en œuvre et attendre que l'organisme de contrôle vous réponde et recommencer si le dossier n'était pas passé. C'est-à-dire que vous aviez ce contrôle en amont sur des pratiques nouvelles que vous vouliez mettre en œuvre à expliquer à des fonctionnaires qui forcément n'avaient pas le même regard que vous sur cette pratique. Donc le RGPD, il a vraiment révolutionné notre loi informatique et liberté. Il a été insufflé avec un regard très anglo-saxon, puisque les anglo-saxons étaient très intéressés par cette législation. Et ça a été de dire, on va faire un petit peu comme votre comptabilité, j'aime bien prendre ce parallèle-là, et finalement le service des impôts, vous faites votre comptabilité en amont, dans votre entreprise, vous conservez bien tous vos dossiers, et ce n'est que de temps en temps que vous aurez à justifier auprès du fisc que votre comptabilité est bien tenue. Et vous avez un commissaire aux comptes, qui est votre délégué à la protection des données, qui vient pour vérifier une fois par an que ces dossiers sont bien tenus et que les grandes questions de fond ont été traitées en conformité avec la loi. Et donc on change de paradigme, on passe en fait d'une tenue de conformité interne où vous allez à votre rythme et vous le faites avec vos conseils, et de temps en temps il y a un contrôle, 3 à 5 ans pour le fisc, on peut dire 5 à 10 ans pour la CNIL, et ce qui assouplit quand même les pratiques. Et effectivement, ça fait changer le paradigme avec votre utilisateur. À la base, l'utilisateur, finalement, on l'oubliait complètement, puisqu'une fois qu'on avait fait le dossier, obtenu l'accord de la CNIL, on était un peu essoufflé en termes de documentation juridique et de recueil de consentement. Là, aujourd'hui, on demande à mettre l'accent sur le consentement de l'utilisateur. Et effectivement, il ne sait pas ce que c'est qu'un cookie. Mais avant, il ne savait même pas que ces données personnelles circulaient de bout en bout. Et on avait des gens qui disaient, tiens, je dis allô sur WhatsApp, je pars en voyage, je ne comprends pas pourquoi ma recherche Facebook est sur le voyage dont j'ai parlé sur WhatsApp. Or, en fait, il avait juste accepté des tas de cookies de connexion Facebook, WhatsApp, dont il n'était pas au courant. Et aujourd'hui, s'il a un petit peu la curiosité de la chose, il va pouvoir se renseigner sur tout ça. C'est que le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ce travail-là à la place des gens, de se renseigner sur tous ces aspects-là. Peut-être qu'il y aurait un effort de marketing à faire sur à quoi sert un cookie, mais de façon beaucoup plus ludique et moins juridique. Moi, j'appelle ça de mes voeux, parce que le juridique ne peut pas tout expliquer en permanence. Alors merci pour ce point, cher maître. Et Loïc, Laurent nous a parlé précédemment de cohortes, parce que là, les cohortes, a priori, on n'a pas de données personnelles. En tout cas, c'est difficile de remonter jusqu'à la donnée personnelle. Quelle piste utiliser? Vers où allez-vous chez Santé Discount? Nous, on va clairement vers la logique de ce qui a été indiqué par Romain au début, c'est-à-dire un first party tag, c'est-à-dire que first party tag, c'est-à-dire que on vient utiliser notre propre système plutôt que le système de Google Analytics ou autre, parce que en gros on va pas recréer la même chose. C'est quand même très lourd de recréer. C'est pas pour rien que les gens utilisent Google Analytics, c'est-à-dire que c'est quand même un outil qui fait quand même beaucoup de choses et il le fait plutôt bien. Mais du coup, on s'est juste posé la question de ce dont on avait réellement besoin pour d'un point de vue technique sur notre site, et on a construit en fait le système pour faire ça d'un point de vue purement anonyme et statistique, parce qu'en effet on peut déjà
pour nous, en fait, j'ai envie de dire, et c'est ça aussi peut-être le drame de parfois des conversations qui peuvent, entre guillemets, nous dépasser. Et je reviens sur un point qu'avait dit Romain, c'est-à-dire que oui, ça donne un blanc-seing, mais ça donne un blanc-seing pour toutes les solutions tierces aussi qu'on a sur notre système. Et donc, du coup, je ne peux pas garantir que moi, ce que va être fait par d'autres sociétés tierces, des informations qui sont récoltées via mon consentement, même si, bien sûr, c'est de ma responsabilité de m'assurer que mes sous-traitants gèrent correctement les données selon les pratiques RGPD, mais c'est exactement le cas qui s'est passé avec Google Analytics, où en gros, tout le monde s'est dit, c'est un cookie technique parce que je suis là juste pour regarder un taux de conversion, que je ne regarde pas qui sont les gens, et au final, on se rend compte, non, en fait, c'est de la donnée qui est exploitée pour d'autres types de remarketing ou autres, et donc forcément, mais bien sûr, ce faisant, c'est impossible. Donc pour nous, pour répondre concrètement, la solution, mais pareil, c'est parce qu'on commence à être un site d'une certaine taille, où on s'est dit que, et on est sur un secteur où on veut faire aussi plus d'efforts, c'est la solution, ça passait par nos propres outils. Donc vos propres outils, c'est aussi une direction vers laquelle vous allez, Laurent ? En partie, il y a un certain nombre d'usages qu'on a réinternalisés, mais je rejoins Loïc, c'est le problème de réinternaliser des usages, ça demande du temps de développement, et le faire à l'échelle d'un site, même d'un site, on va dire d'une PME, enfin on n'est pas une TPE, mais d'une PME, je me pose toujours la question de est-ce que c'est vraiment raisonnable ? Alors après, pour aller dans le sens de Romain, je vais raconter une histoire qui me semble illustrer un peu le cœur de ce débat et qui évoque aussi les évolutions futures qui pourraient avoir lieu. Je connais beaucoup de PME françaises qui reproduisent en France, le Made in France, qui sont souvent sur un segment un peu moyen de gamme. Par exemple, ce jean est fait en Lozère, c'est un jean tufferie, mais de la même façon que ce jean, il y a beaucoup de petites PME en France, en région, qui réinventent le Made in France et qui réinventent des produits, alors souvent, encore une fois, pas dans le low cost. Et le problème de toutes ces petites sociétés, aujourd'hui, quand elles font du marketing, elles font quoi ? Elles vont tout annoncer sur Google et sur Facebook. Alors que des fois, quand je les regarde, il y en a une qui va faire des chaussures, une autre des jeans, une autre des vestes, et je leur dis, mais vous savez, vous adressez en fait au même client. Et au lieu d'aller tous les trois dépenser votre budget marketing, tous chez Google et chez Facebook, et moi, à la rigueur, je vais acheter les mêmes clients chez Google et chez Facebook que celui qui achète le jean Made in Lozère, les chaussures Made in France et la ceinture qui vient de Camargue, mais peut-être que si on se mettait tous les quatre autour de la table, une fois qu'on a un client, on pourrait se le partager en respectant, en demandant l'autorisation du client, parce qu'en fait, notre client, sans doute que s'il aime ce type de chaussures, ce type de vêtements, il va aussi aimer le type de produit que je vends sur bienmanger.com. Bon, donc ça fait une dizaine d'années qu'on fait ce constat et qu'on se dit on est quand même un peu bien bête de passer par une boîte dont le siège est aux États-Unis pour aller s'échanger de l'information sur Madame Michu qui habite à Trifouilly-les-Oies. Bon, le problème, c'est que des solutions qui permettent ce partage respectueux RGPD, aujourd'hui, elles ne sont pas encore mûres. Enfin, à ma connaissance, peut-être que ça sera la deuxième étage de la fusée Acceptio, mais aujourd'hui, pour moi, je ne les ai pas encore vues. Donc nous, à notre échelle, on a commencé à essayer de construire aussi des petites briques qui permettraient d'aller vers là. Et je crois beaucoup à cette évolution qui permettrait peut-être, en effet, de casser aussi la dépendance à 2-3 gros acteurs internationaux et de réinventer des mini-alliances de proximité aux thématiques. On pourrait même, ça se fait depuis pas mal d'années, depuis que la vente par correspondance existe pratiquement, c'est le fameux asile colis, de mettre un petit document publicitaire complémentaire par rapport, alors après il ne faut pas avoir le syndrome 3 Suisses la redoute avec plus de publicité dans le carton que de produits, mais en effet en étant en ciblant, et donc ça peut se faire par le papier, mais bien sûr ça peut sans doute se faire, donc c'est en effet une piste qui me semble pouvoir être intéressante. Ça veut dire aussi, mais je vais passer la parole à Romain parce qu'il va nous en parler, c'est de quelles informations j'ai réellement besoin par rapport à quels sont mes objectifs stratégiques. Parce que moi, je vais vous dire, Google Analytics, je les aime bien, etc. D'une part, je suis étonné que tout le monde soit étonné de notre dépendance, mais si c'était gratuit, il y avait bien une raison. On n'arrête pas de le répéter à nos clients. Il faut bien aussi parfois se l'imposer à nous-mêmes. Et puis ensuite,
quoi. Bien sûr, je suis persuadé que deux sociétés comme les vôtres, messieurs, sont à fond sur les outils analytiques, mais dans la réalité, mon boucher ou mon boulanger, je ne suis pas sûr qu'il ait même regardé ce qu'il y avait, si ce n'est... Alors la pire des choses, c'est évidemment le temps réel. Hein. C'est j'ai du monde, j'ai plus de monde, j'ai du monde, j'ai plus de monde. Ça, c'est excellent. Alors c'est excellent quand ça monte, quand ça descend, c'est très mauvais au niveau psychologique. Hein. Eh oui. Bon, pardon. C'est vrai que le rapport aux données aujourd'hui est quelque chose de très flou pour beaucoup, dans la mesure où il y a un côté un peu casino, un peu gambling sur la logique d'analytics. Il y a des indicateurs qui sont effectivement clés, et en fonction du niveau de technicité, en fonction du niveau de trafic, on va avoir de plus en plus besoin d'indicateurs. Donc ça commence évidemment avec des indicateurs de page vue, ça commence avec des indicateurs de durée de session, de taux de rebond, qui sont des indicateurs vraiment de base. Et après, effectivement, on va parler des cohortes, on va parler de funnel, par exemple. Le funnel en anglais, c'est l'entonnoir, c'est passer d'une page à l'autre pour arriver jusqu'au tunnel de commande, qu'on appelle checkout souvent, et puis valider ensuite son taux de conversion pour savoir, j'ai acheté tant de Facebook Ads, ça m'a ramené tant de leads sur ma landing page, qui a consulté tant de pages produits, sur cette population-là, combien sont arrivés au tunnel de commande, et enfin combien ont payé. Et là, on mesure une conversion globale. Ça, je pense que c'est vraiment le besoin intrinsèque le plus pur de l'e-commerçant. Il y en a un autre. Hein. Vas-y, je t'en prie. C'est la fidélisation. Évidemment, parce que là on parle d'acquisition. On parle d'acquisition, mais il y a la rétention. C'est les deux leviers importants. Mais pour ces informations-là, en fait, pour ces informations-là, ce qui est important de bien comprendre aujourd'hui, c'est qu'on n'a clairement pas besoin d'analytics pour ça. On n'a pas besoin parce qu'il y a des solutions comme Fathom Analytics, comme Plausible, comme Matomo, comme AT Internet. Il y a une profusion de solutions. Il faut bien comprendre que Google Analytics, c'est quoi ? C'est un espion qui permet... Excusez-moi, je vous interromps de nouveau, mais vous avez listé plein de noms là. C'est vrai. Alors, juste une promesse. Oui. Hein, une promesse. Comme il va y avoir une retranscription sur YouTube de notre charmante vidéo, charmante j'espère, eh bien, est-ce que vous pourriez mettre en commentaire, s'il vous plaît, hein, avec plaisir. Et c'est des solutions qui sont peu onéreuses. Faut bien en avoir conscience. C'est que c'est des choses qui commencent par exemple, des fois à 10 € par mois, et qui permettent d'avoir le dashboard dans lequel vous retrouverez ces métriques. Le tableau de bord dans lequel vous retrouvez les métriques, qui est nécessaire pour le pilotage de l'activité commerciale. Alors effectivement, il y a acquisition, c'est-à-dire tout ce process, et puis il y a la rétention. Peut-être que je peux passer la parole au voisin pour parler un peu de rétention. Mais... Bah oui, j'ai envie de dire, l'équation économique pour un e-commerçant, elle est très simple. Hein. On sait très bien que c'est très compliqué de faire de l'acquisition, donc forcément, dès qu'on a un client, on aime bien le garder. Et puis c'est aussi, on en retrouve sur la logique de ce qui a été un peu exprimé, c'est-à-dire c'est une logique de confiance qu'on crée avec un consommateur. Donc tant qu'on continue à être pertinent en lui proposant des choses pertinentes pour lui, il n'y a pas de problème. Après, il faut bien sûr s'assurer qu'on maintienne cette promesse dans le cadre de la loi, encore une fois de plus. Mais après, ça ne sert à rien aussi d'aller récolter des données à droite à gauche quand on sait déjà ce qu'il a acheté, et si on a le bon consentement pour aller lui parler, c'est à nous d'éviter de faire des emails à tout le monde, parce que je suis d'accord avec Laurent, hein, le syndrome de la pub sur journal de télévisé de 20h par la personne. Je pense qu'en tant qu'e-commerçant, on peut aussi balayer devant notre porte. Le nombre de mails reçus, les fameux blast emails où on envoie à tout le monde et qui ne sont pas non plus très pertinents, il y en a malheureusement beaucoup. Donc c'est à nous aussi de monter notre niveau de jeu sur ces choses-là, parce que clairement, d'un point de vue consommateur, ce n'est pas quelque chose qui est recherché. Par rapport au blast email, donc la segmentation, le cœur du marketing, c'est ça ? Oui, il y a eu toute une phase du e-commerce, on va dire, jusqu'en 2010, où c'était la course à la plus grosse taille de base de prospects, c'est-à-dire tous les e-commerçants cherchaient à recruter des prospects pour pouvoir ensuite shooter de plus en plus, avec le principe que envoyer un email, ça ne coûte rien, alors qu'envoyer un courrier publicitaire, ça coûte le prix d'un papier, d'une enveloppe et d'un timbre, voire du process pour plier le papier, le mettre dans l'enveloppe et mettre le timbre sur l'enveloppe. Donc
c'est sûr que quand on a dit aux VPCistes anciens que tout à coup on pouvait envoyer du courrier publicitaire pour un prix moins d'1 centime, il y a beaucoup de VPCistes anciens, ils en sont tombés de la chaise. Ils ont dit, c'est ce qu'on appelle, vous n'aimez pas les mots anglais, mais c'est un game changer. Donc on s'est mis à changer de jeu et à envoyer beaucoup de courriers publicitaires. On voit bien que c'était voué à l'échec. Enfin, envoyer toujours plus de mails à toujours plus de personnes, au bout d'un moment, c'est très loin du one-to-one et c'est très loin d'une promesse de qualité. Et donc, progressivement, pour des raisons réglementaires, mais aussi pour des raisons de sursollicitation des clients, le monde de l'email marketing a changé et on va de plus en plus vers des segments fins pour envoyer de l'info pertinente à des gens qui la demandent vraiment. Et encore une fois, là-dessus, le meilleur cours de market et la meilleure prof de market, c'est votre boulangère. Quand vous rentrez, elle vous dit « Ah, bonjour Laurent, une baguette bien cuite, un croissant pour la petite ?» Elle a tout gagné. Préférence du client, upselling, accueil personnalisé. Bravo, rien à dire. Merci pour ce cours magistral de marketing. Et c'est tous les jours à la même heure. Oui, on pourrait parler du talent de jambon aussi avec votre boucher. Alors, en parlant de talent de jambon, il y a peut-être des questions dans l'assistance? Oui. J'ai une question, une réflexion. Ma réflexion, c'est par rapport à la personnalisation des publicités et le journal de TF1. Aujourd'hui, si je rentre dans un magasin, parce qu'on parle de la boulangerie, sûrement d'un petit village où tout le monde se connaît dans le village, mais si je vais dans le grand Auchan ou un grand Carrefour, où il y a probablement des milliers de personnes qui viennent tous les jours, je peux y aller tous les jours, probablement personne ne me reconnaîtra, personne ne saura combien de temps je suis resté, qu'est-ce que j'aime, mes centres d'intérêt, etc. Donc il y a comme une limite, je trouve, à la comparaison avec une boulangerie, parce que, encore une fois, on ne parle pas du site internet du boucher du coin, on parle de très grands sites internet qui génèrent des dizaines de milliers de visiteurs ou journaliers ou mensuels, ce qui est très loin de la boucherie du coin. Ma question, c'était, sur un autre sujet, on voit de plus en plus des sites internet qui demandent un paiement pour visiter le site si on n'accepte pas les cookies. Je voulais avoir votre point de vue. Sur ça. Alors, je vais juste reformuler pour notre auditoire en ligne. Donc, alors, il y avait le fait que le commerce physique n'est pas constitué que de bouchers, charcutiers et c'est bien dommage, et de boulangers, mais qu'il y avait aussi donc comment dirais-je, des grandes surfaces qui étaient beaucoup plus anonymes. Et donc c'était un peu la limite de la comparaison, mais surtout votre question, c'est en fait, une fois qu'on a dit cela, il y a des sites, et notamment des sites, je pense que vous pensez à des sites de presse, hein, des sites d'information, hein, ou Allociné. Voilà. Pardon ? C'est le groupe Webedia. Voilà, c'est une initiative du groupe, il faut bien le comprendre. Et donc il vous impose de payer pour aller voir l'information. Donc si on avait... je sens que Romain est à fond moi, là-dessus. ça me touche au cœur cette question, parce que je pense qu'elle est immensément problématique. Aujourd'hui, le truc, c'est que sur Internet, il n'y a pas de riche ou de pauvre. C'est-à-dire que vous avez accès à un contenu, vous donnez un consentement, vous ne donnez pas de consentement. Le problème, c'est que là, en introduisant un acte de paiement, c'est-à-dire un échange entre soit ma confidentialité, mes données personnelles, ou un peu d'argent, ça crée une asymétrie de capacité. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas d'argent, un étudiant qui va sur jeuxvideo.com, il n'ira jamais refuser, puisqu'il n'a pas les moyens, il faut qu'il économise pour s'acheter son resto U, etc. Donc
ça crée vraiment une inégalité flagrante en matière d'accès au contenu. Et le problème, là, c'est plutôt à Alexandrine de répondre, c'est quid de la cession des données personnelles? Est-ce que c'est une licence qu'on octroie au site contre ce paiement, ou est-ce qu'on vend de la donnée personnelle, ce qui a priori n'est pas possible? Donc voilà, je pense que c'est une question qui est aujourd'hui pas forcément tranchée, et on est plus dans une espèce de démonstration de force, en disant nous on fait ça parce que c'est notre modèle économique, et on a des salariés, on a des journalistes à nourrir, donc c'est soit cookie wall, parce que c'est le terme, un cookie wall c'est je paye ou je rentre pas, soit cookie wall, soit voilà, on peut pas. Donc c'est vraiment une question qui est hyper prégnante aujourd'hui. Alors en fait, ça met juste en valeur un business qui existe déjà. En fait, c'est d'ailleurs les fondements d'Internet depuis 10-15 ans. Le business de la cession de données, c'est des milliards et des milliards d'euros chaque jour de transactions. Ça se passe en quelques millièmes de seconde. Vos données sont revendues. Vous cliquez sur, il n'y a pas qu'Amazon, c'est Discount et les autres. Et vous avez 10, 15, 100 000 peut-être, j'en sais rien, cessions de vos données vers des partenaires, des tiers, ici ou à Los Angeles. Donc, en fait, ça ne fait que mettre en valeur, en fait, un process qui existe. Et c'est un peu le revers, en fait, de tous ces cookies, c'est-à-dire qu'on vous demande un consentement contre une action qui est finalement bénéfique, lucrative pour celui qui est bénéficiaire de votre consentement. Je vais faire une digression, mais je ne vais pas aller loin. Il y a quelques temps déjà maintenant, puisque les années passent vite, il y a eu une action judiciaire contre les CGU et les CGV d'un gros site comme ça qui était gratuit, j'en bien sur gratuit, et c'était une très grosse entreprise du GAFA américain. Et cette jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris, qui fait plus d'une centaine de pages, a essayé de déterminer si un modèle économique dans lequel on met à la disposition d'un utilisateur sur Internet un service web comportant des fonctionnalités très avancées et très poussées, mais sous un modèle économique où l'utilisateur ne paye rien, en contrepartie de laquelle, sans qu'il le sache, ou qu'ils le comprennent complètement, on va revendre toutes ces données de préférence, toutes ces données personnelles, de fréquentation, etc., et qu'on va faire un business model basé uniquement sur la revente de ces données, est-ce que c'est finalement une transaction gratuite ou payante, dans un sens un peu plus juridique, à l'égard de l'utilisateur? Est-ce que ce consentement ne serait pas finalement le prix de quelque chose? Et en fait, le tribunal, il a dit oui. Et c'est pour ça qu'on a eu ensuite des tas de législations complémentaires. Parce qu'il a eu une lecture de dire, et maintenant, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Il a dit, au terme de 100 pages de décision, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et donc finalement, c'est quelque part moins ironique de dire, si vous ne me donnez pas un consentement gratuit, vous payez ce manque à gagner que moi je vais avoir sur la revente de vos données personnelles derrière, parce que mon modèle économique, c'est la revente de données personnelles derrière. Donc ça veut dire que si c'est gratuit, c'est que c'est pour les pauvres, et si c'est payant, ça veut dire qu'on protège mes données personnelles, et donc je suis moins ouvert que les gens qui n'ont pas les moyens. En fait, c'est un peu la différence entre ceux qui ont un iOS et ceux qui ont un Android. Il suffit de voir, les iOS, c'est pour les riches, parce qu'ils peuvent se le permettre, puisque techniquement, un iPhone ne coûte pas plus cher à faire qu'un Android. S'il est plus cher, c'est juste le prix de nos données personnelles que nous diffusons moins largement, en tout cas qu'on limite en termes de diffusion auprès de cette chère entreprise qui s'appelle Apple. Personnellement, j'ai un Android, non, mais merci beaucoup pour cet éclairage fort intéressant. D'autres questions, que ce soit en ligne ou oui. Donc, y a-t-il un business pouvant se développer pour l'intermédiation de données? Un acteur dont la mission c'est de recueillir des autorisations de contact pour les transmettre à d'autres. Ça existe depuis environ un siècle, ce type de business. Mais en fait,
Et c'est pas si évident que ça maintenant avec le RGPD, Oui, puisqu'on voilà. ne peut pas recueillir un consentement sans savoir à qui on va le transmettre ensuite, puisqu'il faut que l'utilisateur en soit informé. Je peux pas recueillir un consentement, le garder pendant 1 an, et puis ensuite aller prospecter et dire est-ce que tu es intéressé par tel utilisateur. Ça, c'est pas possible. Sur le sujet, il y a des startups aujourd'hui qui commencent à proposer de sauvegarder sur votre ordinateur toutes les informations que vous laissez à des sites tiers, de façon à avoir une sorte de coffre-fort de vos données pour pouvoir, le jour où le marché le permettra, pouvoir vous permettre à vous de les commercialiser auprès de régies ou de GAFA qui voudraient les utiliser. Mais ce marché-là n'existe pas. Alors c'est peut-être la suite logique de ce qu'on vient de dire et de l'initiative Webedia, c'est de rendre chaque utilisateur acteur de la vente de ces données. On va, pour les autres questions, ce que l'on propose, parce que le temps passe vite en bonne compagnie. Donc à partir de là, s'il y a d'autres questions, eh bien il y a toujours cette vidéo YouTube sur laquelle Romain va nous faire plein de propositions, eh bien posez-les sur YouTube et on s'y engage, on y répondra, n'est-ce pas? Juste un petit mot pour la fin. J'ai le temps? En régie, on me dit que j'ai le temps. Bon, ladies first, peut-être. Juste un petit mot de conclusion. Je pense que les cookies vont se transformer, mais ne se termineront pas, enfin, ne se disparaîtront pas. Voilà, ça sera des bouchées à la reine ou des brioches. Loïc. Je partage la vision et je pense que je rebondis sur l'exemple de la boulangère en disant qu'il n'est pas applicable. Oui, d'accord, il n'est pas applicable, mais la volonté, par contre, par une solution technique, de vouloir proposer réellement quelque chose de personnalisé à des gens, je pense qu'il faudrait que ça soit autre chose qu'un vœu pieux dans le cadre juridique qui nous est donné. Mais j'ose espérer qu'un jour, on sera meilleur pour de dire si vous cherchez une crème hydratante chez moi, je n'ai pas à vous en montrer 60. Merci Loïc. Romain. Pour ma part, je crois en fait dans la vision où le recueil du consentement et sa gestion est un véritable levier pour les petits acteurs du e-commerce, justement. Et même si c'est vu comme un fardeau, j'ai bon espoir qu'à travers ce que je fais aujourd'hui et ce que d'autres font, on arrive à en faire un avantage concurrentiel et permettre à des acteurs peut-être moins outillés d'en tirer profit. Merci Romain. Laurent? Je dirais qu'Internet reste un monde jeune. Internet doit grandir, c'est pas un Far West. Donc pendant longtemps, il y avait peu de réglementation. Elle se construit. Je pense qu'elle va évoluer. Peut-être elle va trop loin pour certains types d'acteurs, mais on est sur le bon chemin. Et je pense qu'on pourra continuer à faire pas mal d'usages. Et il y a d'autres acteurs qui vont apparaître pour proposer peut-être une mise en œuvre plus facile de ces règlements. Très bien, en tout cas merci beaucoup, merci à nos intervenants, merci à vous chers auditeurs et puis bonne continuation. Merci. Au revoir.